300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous. Pour bien démarrer l'année, pour cette première émission de 2019, on va mettre un petit peu de spiritualité dans notre cosmologie. Quand on parle de l'univers, les questions métaphysiques ne sont jamais très loin. Une légende urbaine rapporte à ce sujet un échange entre Jean-Paul II et Stephen Hawking. Lors de leur rencontre, le pape aurait eu cette phrase. « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous. Ce qu'il y a avant, c'est pour nous. » Alors qu'on soit ou non d'accord avec le souverain pontife, il faut admettre que plus on s'approche du Big Bang, plus la science a du mal à répondre aux questions. Y a-t-il vraiment eu un instant zéro ? Qu'est-ce qui a déclenché ce grand commencement ? Et parler d'un déclenchement, d'une cause, a-t-il d'ailleurs le moindre sens ? Puisque si une cause préexiste au début de l'univers, cette cause est déjà quelque chose. Et ce qu'elle déclenche n'est donc pas le début de toute chose. Et puis, comment pourrait-on parler de ce qu'il y avait avant le début du temps ? À moins que, ces questions insolubles sont peut-être mal posées. Les présupposés culturels et spirituels occidentaux, notre vision du monde, seraient incompatibles avec les dernières avancées de la science. Les spiritualités orientales se révéleraient-elles plus intuitives, plus cohérentes avec l'astrophysique ? C'est en tout cas une piste que propose d'explorer Trinh Xuan Tuan, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un astrophysicien américain, spécialiste de l'étude de la formation et de l'évolution des galaxies. On vous doit notamment la découverte en 2004, avec votre collègue Yuri Isotov, d'un bébé galaxie, 1 Zwicky 18, la plus petite galaxie connue de l'univers, à l'époque à peine 1 milliard d'années. La plus jeune aussi. La plus jeune, c'est ça, ouais. Alors vous avez grandi au Vietnam, fréquentant un lycée français, ce qui est une chance pour nous, parce que vous avez fait le choix d'écrire vos ouvrages de vulgarisation très nombreux en français. On vous doit notamment, parmi de nombreux livres, Le Cosmos et le Lotus, ou La plénitude du vide, paru en 2011 et 2016, tous deux chez Albin Michel. Et puis plus récemment, votre dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, qui est réédité en 2018 dans une très belle édition illustrée. Alors, avant de confronter les approches scientifiques et bouddhistes du réel, Trinh Xuan Tuan, prenons quelques minutes pour décrire ce que la science dit aujourd'hui déjà de nos origines. Tout a commencé, d'après la théorie la plus convaincante aujourd'hui, par le Big Bang, cet instant qui est une singularité, c'est ça ? Oui, tout à fait. On pense aujourd'hui que l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense, il y a quelques 13,8 milliards d'années. Donc, la physique nous donne à l'univers un commencement, donc il a un passé, un présent et un futur. Et donc, c'est la relativité générale qui décrit en fait cette évolution de l'univers. Ouais, vous dites 13,8 milliards d'années pour l'origine, mais il y a des choses qui se passent dans des très très petits instants au début, Tout évolue très très vite. Oui. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est-à-dire qu'en fait, la physique ne nous décrit pas ce qui se passe vraiment au début. Tout à fait. On ne peut pas remonter jusqu'au temps zéro. En fait, il y a ce qu'on appelle, vous l'avez rappelé, le mur de Planck, donc le mur de la connaissance. Et ça, parce qu'on n'arrive pas encore à unifier les deux théories qui sont les deux piliers de la physique contemporaine. Vous savez, dans la théorie du Big Bang, c'est l'infiniment petit qui a généré l'infiniment grand. Et donc, pour comprendre ce qui se passe dès le début, il faut que la théorie qui décrit l'infiniment grand, donc la mécanique quantique, infiniment petit. Qui décrit l'infiniment petit, pardon. Ouais. Donc la mécanique quantique soit unifiée avec la physique qui décrit l'infiniment grand, donc la relativité générale. Donc c'est ce qu'on appelle l'unification des 4 forces fondamentales de la nature, vous savez, parce que il y a 4 forces qui décrivent le comportement de tout phénomène physique dans l'univers. Il y a la force de gravité, donc elle se manifeste à grande échelle. Ce que décrit Einstein aujourd'hui. C'est la théorie de la relativité générale d'Einstein qui l'a décrit. Et puis, il y a les 3 autres forces, la force électromagnétique qui lie ensemble les atomes et qui fait la structure de la matière, par exemple, et les 2 forces nucléaires fortes et faibles qui font les noyaux des atomes et les atomes. Et donc, vous voyez, il faut unifier ces 4 forces. Jusqu'ici, on a pu unifier la force électromagnétique avec la force électrofaible et peut-être avec la force forte, nucléaire forte,
mais la force de gravité se montre toujours résistante. Et donc, on ne sait pas encore unifier la relativité générale avec la mécanique quantique, avoir une théorie de gravité quantique. Et donc, il y a ce mur de la connaissance qui survient quand même à un temps très, très petit. C'est 10 puissance moins 43 secondes. Vous voyez, c'est des milliards. Ça veut dire que si on considère qu'il y a un commencement de l'univers, au bout de 10 puissance moins 43 secondes après le début, on peut commencer à décrire ce qui se passe. Avant, on ne peut pas. Le temps de 10 puissance moins 43 vient de l'extrapolation vers l'arrière, vers le temps zéro, de nos lois physiques actuelles. Mais on ne peut pas extrapoler plus loin que 10 puissance moins 43. Il y a ce mur de la connaissance que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc la physique perd pied, donc on ne sait pas, à moins peut-être un jour qu'un nouvel Einstein justement trouve une théorie de la gravité quantique. Oui, donc en dessous de 10 puissance moins 43, finalement, on ne sait pas vraiment s'il y a eu cet instant de singularité. Voilà, alors le temps peut être infini même derrière ce mur, vous voyez. On ne peut pas dire qu'il y a un temps zéro. Même la notion de temps et d'espace perd toute signification, c'est une mousse quantique. Et donc, toutes nos conceptions de la physique actuelle, en fait, perdent pied. Donc, on ne sait pas décrire, en fait. Alors, il y a 13,8 milliards d'années, on parle d'une mousse quantique, donc j'aime bien cette expression. Oui. Remontons un petit peu vers nous. Après ces 10 puissance moins 43 secondes, il y a ce qu'on appelle aussi l'inflation cosmique, qui est très, très étrange aussi comme mouvement. Oui. C'est une petite fraction de seconde après le Big Bang. On pense qu'il y a une période inflationnaire de 10 puissance moins 35 à 10 puissance moins 32 secondes. Et donc, où l'univers s'est dilaté exponentiellement. Vous savez, maintenant, il y a une expansion de l'univers, bien sûr, donc il y a de plus en plus d'espace entre les galaxies. Mais c'est en fonction d'une puissance du temps. Vous voyez, il n'y a pas une grande expansion, mais au début, c'était une exponentielle. Il s'est dilaté exponentiellement en fonction du temps. Alors, vous me demanderez, est-ce que c'est plus vite que la vitesse de la lumière? Exactement. Et il n'y a pas de problème parce que justement, c'est l'espace qui crée lui-même. Vous voyez, il ne faut pas, dans l'histoire du Big Bang, il ne faut pas s'imaginer un espace préexistant dans lequel les galaxies bougent. En fait, c'est l'espace lui-même qui se crée en même temps. Et donc, si l'espace se crée, il peut aller beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Ça ne contredit pas la théorie de la relativité. Ça ne contredit pas la théorie de la relativité. Oui, c'est déjà un concept assez étrange et assez compliqué à s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer l'espace comme objet, puisqu'on n'a pas de point de vue extérieur par rapport à l'espace. Oui, parce que c'est le vide. Il n'y avait rien, et puis donc il y a eu ce vide rempli d'énergie. Le vide n'est pas le néant, comme on le pense trop souvent, mais un vide rempli d'énergie, et cette énergie donc va se transformer en matière et lumière. Alors justement, au début, il n'y avait que de l'énergie dans ce début d'espace, et cette énergie donne les premiers éléments de matière, les premiers électrons, les premiers quarks, les premiers ingrédients, briques d'atomes, de noyaux d'atomes. Et puis l'univers se refroidit, et il y a ce moment qui est une date aussi importante dans l'histoire de l'univers, 380 000 ans. Quand l'univers a 380 000 ans, c'est là qu'apparaît ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement cosmique, moment où la lumière s'échappe, c'est ça? On peut commencer à voir ça, exactement. C'est, donc le refroidissement, l'expansion de l'univers refroidit l'univers parce qu'il devient moins dense. Et ce refroidissement permet l'ascension vers la complexité, justement. Vous voyez, parce que quand tout est chaud, la température est équivalente au mouvement. Donc, quand les choses sont très chaudes, les atomes s'entrechoquent. Alors, si vous construisez un noyau d'hélium, par exemple, il y a 2 protons, 2 neutrons, le choc les détruit instantanément. Donc, il faut prendre son mal en patience et attendre que l'univers se refroidisse de plus en plus en fonction du temps. Donc, les premiers noyaux d'atomes d'hydrogène et d'hélium, c'est quand même les 2 éléments les plus lourds, les plus anciens, les plus anciens, les plus abondants de l'univers. C'est environ 75% de la masse de l'univers maintenant en hydrogène. D'accord. De l'ordre de 20% de la masse de l'univers en hélium. Et puis 2% seulement en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Mais ces 2% sont vitaux, bien sûr, parce que pour
pour que nous apparaissons, pour que la vie apparaisse, pour que la conscience apparaisse, il faut des éléments beaucoup plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. L'hydrogène est trop simple pour fabriquer des molécules d'ADN, par exemple, et l'hélium est très stable, donc il n'y a pas beaucoup de réactions chimiques. Donc il fallait ces éléments lourds. Alors justement, au début de l'univers de lui-même, en se refroidissant, en évoluant, donne ces deux matériaux essentiels, l'hélium et l'hydrogène, 98%, vous le disiez, de ce qu'on appelle la matière ordinaire. On va pas revenir sur le reste, mais encore la matière noire et d'autres choses. C'est ça, oui. Et ensuite, c'est au cœur des étoiles, une fois que par accrétion par gravité, les étoiles se forment, la fusion nucléaire dans le cœur des étoiles forme l'ensemble des autres matériaux. Donc, en quelque sorte, les étoiles récréent les conditions du Big Bang. Vous voyez, des températures très chaudes, des densités énormes, très chaudes. Donc, quand la température excède environ 15 millions de degrés, les fusions nucléaires peuvent se déclencher. Donc, la matière s'allume en quelque sorte. Le rayonnement s'échappe du cœur des étoiles et en fait stoppe l'effondrement gravitationnel des nuages de gaz, d'hydrogène et d'hélium fait dans les 3 premières minutes justement. Et maintenant, donc, les premières étoiles naissent. On ne connaît pas très bien encore la date des premières étoiles. J'espère que le télescope spatial James Webb Space Telescope, qui va prendre la relève du télescope Hubble, parce qu'il est plus puissant, va regarder plus en arrière, donc remonter le temps, parce qu'en astronomie, voir faible, c'est voir loin, c'est voir plus dans le passé. Vous voyez, on remonte le temps. Comme la lumière à une vitesse finie, plus elle est lointaine, plus elle met du temps à arriver. Donc plus on regarde loin, plus on revoit quelque chose qui est arrivé il y a longtemps. Donc, donc on espère remonter jusqu'au premier milliard d'années après le Big Bang et voir en direct la naissance des premières étoiles et des premières galaxies, ce qu'on n'a pas vu encore. Donc ça sera fabuleux, c'est une nouvelle découverte. Ouais. Alors au début, tout va très vite, vous le disiez, c'est 3 minutes pour avoir l'hélium et l'hydrogène. Ensuite, on ne sait pas trop exactement, mais ça prend plus de temps pour avoir ces étoiles. Oui, les étoiles, je vous ai dit, c'est pendant le premier millénaire, quelques centaines de millions d'années, on estime. Et puis donc en l'an 380, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'univers, c'est 380 000, c'est ça, je vous dis, l'an 380 000. L'univers s'est refroidi à l'ordre de 7000 degrés Kelvin, donc à peu près la température de la surface du Soleil, en fait. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, c'est assez refroidi pour que les électrons qui étaient libres auparavant s'agglutinent avec les noyaux d'hydrogène et d'hélium, je vous ai expliqué, c'est la fusion des quarks, et donc forment les premiers atomes. Donc, en fait, en l'an 300 000, l'univers est rempli de nuages d'hydrogène et d'hélium, justement. Il n'y avait pas encore d'étoiles. Et ces nuages vont s'agglomérer donc, sous l'effet de la gravité, et donc, quand les masses deviennent assez grandes, elle va s'effondrer et c'est ça qui va faire augmenter la température centrale et donc produire les premières étoiles. Alors, ce qui nous amène à la première conclusion qui frôle la métaphysique, c'est finalement, nous sommes tous des poussières d'étoiles, ce que vous dites, ce que dit aussi notamment Hubert Reeves, qui a fait un bouquin tout à fait. Puisque toute la matière qui n'est pas de l'hélium et de l'hydrogène vient des étoiles, finalement, tout ce qui nous constitue, notre peau, notre air que nous respirons, la table sur laquelle nous parlons, l'or et l'argent, nous partons en poignée, tout ça, sont faits à l'intérieur des étoiles. Et donc, la fusion nucléaire peut fabriquer les éléments jusqu'au fer. Mais pour des éléments plus lourds que le fer, il faut de l'injection d'énergie. Et ça se passe dans les morts explosives d'étoiles. Les étoiles massives deviennent ce qu'on appelle des supernovas. Vous voyez, ils explosent carrément. Tandis que le centre s'effondre soit dans une étoile à neutrons, ce qu'on appelle un pulsar ou un trou noir, en fait. Et donc, dans ces supernovas, il y a beaucoup d'injections d'énergie, et donc les éléments plus lourds que le fer viennent au monde. Donc, en fait, toute la table de Mendeleïev que nous apprenons sur les bancs de l'école, sauf l'hydrogène et l'hélium, ont été faits dans les étoiles et dans leur mort explosive. Ce qui est une façon de nous connecter au cosmos, en un sens, de nous relier les uns les autres, parce que vous dites très bien dans votre ouvrage, je vous cite, c'est dans le Cosmos et le Lotus,
Nous inhalons encore aujourd'hui des millions de noyaux d'atomes partis en fumée lors du bûcher de Jeanne d'Arc et quelques molécules provenant du dernier souffle de Jules César. Nos corps contiennent environ 1 milliard d'atomes ayant appartenu à l'arbre sur lequel Bouddha a atteint l'éveil il y a quelques 2500 ans. Donc en fait, nous sommes tous des poussières d'étoiles et tous ces atomes se réagencent en permanence. Voilà, c'est tout recyclé en permanence. Ouais. Parce que quand nous mourrons, vous voyez, nos atomes rejoindront la Terre, le cosmos, etc. Et puis certains vont rejoindre les nuages interstellaires. Les nuages interstellaires vont s'effondrer de nouveau sur leur gravité, donner une nouvelle génération d'étoiles. Ainsi, donc, vous voyez, il y a des cycles. Les cycles des étoiles, bien sûr, ce n'est pas à l'échelle de 100 ans comme le cycle d'une vie humaine, mais c'est à l'échelle de millions d'années, voire de milliards d'années. Voilà, donc... Donc, tout est recyclé, tout est... Voilà, donc il y a, et puis tout est connecté, il y a une interdépendance. Moi, je suis bouddhiste et l'un des principes basiques du bouddhisme, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Tout est connecté et vous voyez, l'astrophysique moderne a redécouvert ça en quelque sorte. Alors justement, c'est ce qui est assez étonnant. Avant d'approfondir un petit peu sur les théories ou les croyances bouddhistes, restons un peu sur la physique qui parle beaucoup d'interdépendance. Vous citez dans vos ouvrages donc, cette notion de poussière d'étoiles qui nous reconnecte. Et même quand on va aussi dans le petit, il y a des choses complètement hallucinantes pour un esprit, disons, cartésien ou qui serait habitué à une physique très newtonienne. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui fait que des molécules peuvent... entre guillemets... des atomes ou des photons, des photons peuvent communiquer entre eux de façon instantanée. Oui, c'est-à-dire s'ils sont interagis au début déjà, vous voyez, et si on se sépare, même s'ils étaient à l'autre bout de l'univers, si vous faites quelque chose à un des photons, l'autre le sait instantanément, sans aucune communication. Parce que elles sont tellement éloignées que la lumière n'a pas assez de temps pour les relier. Parce que le moyen de communication favori dans l'univers, c'est toujours la lumière. C'est la vitesse la plus grande possible dans l'univers, 300 000 km par seconde. La lumière a fait 7 fois le tour de la Terre déjà. Donc, mais ici, il s'agit pas de communication, mais en fait d'un réel qui est justement interdépendant, connecté complètement. Vous voyez, les deux photons, une fois qu'ils ont interagi, se souviennent, en fait. Et donc, même si vous les séparez, elles se souviennent qu'elles ont été en contact. Donc, quand vous... Ce qu'on appelle des photons intriqués, d'où la notion d'intrication quantique. Voilà, c'est ça. Alors, c'est complètement... Ça défie les lois de la physique, finalement, parce qu'on ne sait pas pourquoi ces photons sont reliés, quel que soit... Ils peuvent être à 13 milliards d'années-lumière de distance. Il ne faut pas penser que les choses sont locales, en fait. Vous voyez, c'est une réalité globale, en fait. Vous voyez, il n'y a plus de paradoxe si les deux photons forment un système global, parce que bon, c'est le même système, donc si vous faites quelque chose à l'une, l'autre, parce que c'est le même système. Mais il y a le paradoxe seulement si vous pensez que la réalité est locale et non séparable. Mais, la façon dont on pense au quotidien, finalement. Parce que c'est la façon dont on pense au quotidien, finalement. On pense de façon oui, que les choses sont là, et ici, mais ça ne forme pas un tout. Donc, il faut vraiment penser à l'espace comme un espace interdépendant aussi. Ce qui change notre façon de penser dans l'infiniment petit, mais aussi dans l'infiniment grand. Vous citez encore dans vos ouvrages une autre expérience hallucinante, celle du pendule de Foucault, qui est une expérience très, très connue, parce que c'est donc Léon Foucault, un physicien français qui, c'est ça, voilà, qui cherchait à démontrer le mouvement de la Terre, de rotation de la Terre. Et en fait, en lançant donc un pendule dans son plan d'oscillation, on constate qu'au fur et à mesure, le plan d'oscillation change de direction et qui finit par faire un tour entier sur lui-même. Et donc, Léon Foucault dit non, c'est pas le pendule qui tourne, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Exactement. Et donc, le pendule, lui, garde son plan d'oscillation, et au fur et à mesure que la Terre tourne, un peu comme si finalement il était au-dessus d'un manège, ça démontre le mouvement de la Terre. Ce que vous dites, vous, c'est qu'on ne va jamais au bout du raisonnement. C'est que finalement... C'est fixe par rapport à quoi? Parce que si le plan du pendule de Foucault est fixe, mais c'est pas par rapport à quoi? Qu'est-ce qui détermine, en fait, le comportement du pendule de Foucault? Quel est le point de repère, en fait? Ou quel est le... Donc, on peut essayer de lancer le pendule de Foucault vers des objets célestes, par exemple. Donc, par exemple... vers la Lune. Alors, si c'est elle qui est responsable du comportement du pendule de Foucault, elle doit rester dans le plan, vous voyez, du pendule de Foucault.
Mais on s'aperçoit que la Lune, bien sûr, après quelques heures, sort du plan du pendule Foucault. La Lune, c'est à peu près plus d'une seconde lumière. Hein. Moi, je parle toujours en distance ouais. Mesurée par le temps que met la lumière pour parcourir. Et la Lune, donc je rappelle, la vitesse de lumière est 300 000 km par seconde, oui. Et donc la Lune est à 384 000 km, donc un peu plus d'une seconde pour que la lumière de la surface de la Lune nous parvienne. Donc, on voit la Lune avec une seconde de décalage. On oriente maintenant vers le Soleil, 8 minutes de lumière. De nouveau, ça dure un peu plus longtemps, mais le Soleil sort du plan du pendule Foucault après une demi-journée, disons. D'accord, donc le Soleil n'est pas non plus la référence. Proche étoile, donc c'est pas le Soleil qui détermine le comportement du pendule Foucault. Donc on l'oriente vers la prochaine étoile qui a 4,3 années-lumière quand même. Ça commence à faire loin. L'espace est très vide. Hein. L'étoile qui est Proxima du Centaure, qui est la plus proche du Soleil, il faut 4,3 années pour que la lumière nous parvienne de la plus proche étoile. Et donc, ça reste peut-être une journée, 2 journées, mais de nouveau, ça dérive en dehors du plan du Foucault. Et de fil en aiguille, on va de plus en plus loin à Andromède. Ça reste peut-être 1 mois, vous voyez, qui est à 2 millions d'années-lumière. Mais en fait, on s'aperçoit que le comportement du pendule Foucault est déterminé par les plus grandes structures, les plus lointaines, en fait, ce qu'on appelle des amas de galaxies. Donc, les galaxies, c'est des collections de centaines de milliards d'étoiles, hein, le titre de cette émission, en fait. Et les amas sont des dizaines de milliers de galaxies. Donc, vous voyez, ce sont les plus grandes structures de matière dans l'univers et donc les plus lointaines aussi. Donc, vous voyez, l'univers est connecté aussi dans l'infiniment grand, pas seulement dans l'infiniment petit, comme l'histoire des photons intriqués dont on a parlé. Si je résume ce que nous dit le pendule de Foucault, c'est donc que ce pendule, son plan d'oscillation, est déterminé par des choses qui sont infiniment loin, tout à fait. Par l'ensemble de l'univers, en fait. Par l'ensemble de l'univers. Et donc, ce pendule est connecté par une loi physique à l'ensemble de l'univers. Donc, une influence mystérieuse. Hein, c'est pas la gravité, c'est pas toutes les forces, les 4 forces dont on a parlé. Donc, on ne sait pas, en fait. C'est assez mystérieux encore. C'est encore une inconnue. Einstein l'appelle le principe de Mach, parce que Mach, vous savez, le physicien qui s'est occupé du son, a dit qu'il y a ce principe universel. Mais bon, c'est pas très clair, en fait, en physique encore. Qu'est-ce qui fait cette interdépendance? Donc, quelque chose qui n'est pas très connu relie l'ensemble de la galaxie, ou les plans d'oscillation des pendules, et relie tout ça, qui n'est pas la gravité. Il y a cette interdépendance des choses dans les photons, dans les pendules, dans tout. Ce que vous appelez, vous, un grand tout. Il faut considérer l'ensemble de façon non localisée. Voilà, tout ça. Et donc, tout ça converge énormément avec les pensées, notamment bouddhistes. C'est ce que vous expliquez. Tout à fait. Parce que rien ne peut exister par soi-même, en quelque sorte. Par exemple, je regarde cette table. Vous voyez, cette table, quand je parle d'une table, je ne peux pas parler seulement de cette table. Je dois penser au charpentier qui l'a façonné, au bois de l'arbre qui a donné le bois de cette table. Et donc à la pluie et au sol qui ont nourri cette table, au boulanger qui a nourri le charpentier, au forgeron qui a façonné ses outils. Enfin, vous voyez, il y a une chaîne infinie des choses. On n'est pas isolé, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Donc, ça veut dire que dans la pensée bouddhiste, la table n'a pas de réalité objective indépendante. Voilà. Elle existe aussi par le charpentier, par le boulanger. Voilà. On peut la décrire seulement en interdépendance avec tous les autres facteurs. Alors, je précise, il ne s'agit pas de dire, vous le précisez dans vos ouvrages, que les pensées bouddhistes ont prédit les avancées physiques. Non, pas du tout. Bien sûr, ce sont des magistères différents, ce sont des fenêtres différentes pour regarder le réel. Vous voyez, mais moi, je pense que quand il y a deux systèmes de pensée qui prétendent décrire le réel, le même réel, il doit se croiser quelque part. Parce que si c'est complètement orthogonaux, soit l'un des systèmes de pensée est faux, soit les deux sont faux. Donc, pour un exercice de cohérence intellectuelle, il faut qu'ils se rejoignent quelque part. Donc, en fait, moi, je me suis toujours demandé, vous voyez, dans mon travail d'astrophysicien, est-ce que les choses que je découvre avec ma science, la science occidentale, la science contemporaine,
avec tous ces merveilleux instruments que le télescope spatial Hubble, etc. Est-ce que les conclusions que je dérive donc de ces observations est compatible avec l'enseignement de Bouddha, parce que Bouddha a atteint l'éveil il y a 2500 ans. Donc, l'éveil, par définition, c'est l'accès à la connaissance suprême. Vous voyez? Donc, il a certainement vu des choses dans l'univers que nous n'avons pas, nous qui ne sommes pas éveillés, vu. Donc, est-ce que son enseignement était compatible avec les découvertes de la science moderne? Et donc, j'étais très heureux donc, de croiser dans mon chemin Matthieu Ricard, qui était scientifique, non seulement scientifique, mais aussi bouddhiste. Et donc, il connaissait bien les textes bouddhistes. Et moi, je ne vais pas à lui expliquer dessous la méthode scientifique, qui est très, très différente, bien sûr, de la méthode intuitive bouddhiste, et pour appréhender le réel. Et donc, nous avons écrit un livre à 4 mains qui s'appelle « L'infini dans la paume de la main », où nous comparons les conclusions que la science a découvertes sur le réel avec ce que Bouddha nous a enseigné. Donc, Bouddha nous a enseigné le concept de l'interdépendance. Hein, c'est ce qu'on vient de discuter. Mais l'autre grand concept, c'est l'impermanence aussi. Oui. Alors, on va y venir. Je voulais enchaîner d'abord sur comme on parlait d'un petit peu du vide et de ce genre de choses. Vous parlez aussi de la vacuité, un autre concept bouddhiste intéressant, qui rejoint ce que vous disiez sur la table, qui n'est pas réel. C'est ça. Rien n'existe en soi. Voilà. Les choses n'existent pas par leur cause propre, dans leur interdépendance. C'est ce qui implique donc cette vacuité qui n'est pas du nihilisme. Hein. Il ne s'agit pas de nier les objets. Non, il n'y a pas de nihilisme. C'est pas le néant de nouveau, vous voyez. Mais c'est seulement qu'on décrit les choses par rapport à quelque chose d'autre. Il ne peut pas exister par soi. Alors, ce qui ne prouve pas, la physique, encore une fois, ne vient pas prouver que le bouddhisme a raison, mais il y a ce que vous appelez cette résonance profonde entre les deux visions qui est intéressante, parce que là où on peut être extrêmement déstabilisé dans cette espèce de vacuité des choses, notamment en mécanique quantique, on sait qu'un objet peut être à la fois une onde et une particule. Et ça, c'est totalement absurde pour un esprit occidental. Parce qu'on dit que soit une chose est comme ça, soit comme ça, mais on ne peut pas dire les deux choses à la fois. Onde et particules à la fois. Pour reprendre l'exemple des photons, le photon est à la fois une onde et une particule. Voilà, c'est-à-dire avant qu'on active l'appareil de mesure, on peut décrire seulement par une onde. En fait, c'est une onde de probabilité, en fait. On peut dire qu'il y a une probabilité qu'un électron soit ici ou là, mais on ne pourra jamais dire exactement où elle est avant d'activer l'appareil de mesure. Vous voyez, donc, quand on active l'appareil de mesure, on peut mesurer une vitesse, une position, et donc on peut décrire la particule. Donc, l'onde devient une particule. C'est comme si la particule, entre guillemets, savait qu'elle était observée et du coup devenait une particule, n'était plus une onde. C'est assez c'est ça. Il y a une interaction entre le réel observé et l'observateur, en fait. L'observateur influe le résultat qu'il observe. Donc l'observateur change le réel en un sens. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui peut-être... C'est ce qui est très, très, très étrange pour la mécanique quantique, mais bon, justement, donc, il ne faut pas penser qu'elles s'excluent l'un l'autre, mais qu'elles sont complémentaires. Vous voyez, c'est comme le yin et le yang, hein, de nouveau. Vous voyez, le symbole du yin et le yang, c'est-à-dire quand le yin a déjà en germe le yang. Et donc, quand le yin diminue, c'est le yang qui prend la place. Et donc, c'est un mouvement cyclique. Et les deux sont complémentaires, elles s'excluent par l'un l'autre. Et d'ailleurs, Bohr a très bien... vous savez, quand il était fait anobli par la reine du Danemark, son blason qu'il a écrit, c'est le symbole du yin et du yang, en fait. Donc, pour lui, l'apparence de particules est complémentaire à l'apparence d'onde. Vous voyez, elles s'excluent par l'un l'autre. Niels Bohr, qui était un des grands auteurs des débuts de la mécanique quantique. Oui, c'est l'un des fondateurs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup la science est souvent une affaire de croyance. Einstein a eu beaucoup de mal à croire dans les résultats de la mécanique quantique. C'est vrai. Il y a ces fameuses phrases où Einstein disait Dieu ne joue pas au dé, on ne peut pas avoir une particule qui est définie par les probabilités. La probabilité. Oui, c'est ça. Et Niels Bohr lui a répondu à cesser de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Oui, c'est ça. C'est genre de c'est un fameux débat, la mécanique quantique, et finalement, en ce point, Einstein avait eu tort, en fait, et c'est Niels Bohr qui a raison. Hein. Maintenant, l'interprétation donc, de probabilité
que donne ce qu'on appelle l'école de Copenhague, parce que Bohr était le directeur d'une école à Copenhague où tous les physiciens de l'Europe convergeaient, Heisenberg, Pauli, etc., les grands physiciens. Et donc, l'interprétation de Copenhague semble décrire très bien le réel. En fait, le fait que nous pouvons utiliser le téléphone portable, le GPS, parler à ce micro, vous voyez, tout ça, ça dépend de la mécanique quantique et la mécanique quantique interprétée par l'interprétation de Copenhague fait que les choses marchent. En fait. N'en déplaise à Einstein, Oui. ça marche bien comme ça. Ouais. Voilà. On parlait de vacuité, Oui. d'interdépendance. Encore une fois, cette résonance entre la vision du monde bouddhiste et de la physique se révèle dans l'impermanence, ce que vous expliquez aussi. C'est que finalement, alors dans le bouddhisme, c'est assez connu pour le coup, cette notion d'impermanence. Les choses Oui, ne durent c'est-à-dire pas. tout change, tout bouge, rien n'est statique. Ce qui est très, très, très différent de la vision occidentale du début. Vous voyez, On sait qu'Aristote parlait de oui, le Aristote monde, pensait qu'il y avait des lois physiques différentes gouvernaient le ciel et la terre. Le ciel est le domaine de Dieu. Dieu étant parfait, on peut pas changer ce qui est déjà parfait. Donc le ciel doit être complètement statique et jamais changer. les étoiles sont fixes. C'est ce qu'on appelle l'immuabilité aristotélicienne. Vous voyez? Et donc les Grecs attribuaient tout changement comme des comètes qui apparaissent de temps en temps ou des astéroïdes, des étoiles filantes, tout ça comme des phénomènes atmosphériques, vous voyez, pas qui viennent de l'espace, en fait. Et donc, vous voyez, ça a duré jusqu'à la Renaissance, en fait, jusqu'à Tycho Brahe, qui démontre que les comètes, en fait, sont beaucoup plus loin que l'atmosphère de la Terre, etc., et donc que le ciel changeait, vous voyez, et donc l'immuabilité aristotélicienne est fausse. Alors aujourd'hui, on sait que tout change, tout bouge, le temps. Et bien sûr, nous avons déjà parlé de l'évolution de l'univers. L'univers. De nouveau, on pensait que l'univers était statique complètement, était comme ça. Newton, par exemple, l'espace et le temps sont complètement statiques. C'est l'espace et le temps dynamique, ça vient seulement avec Einstein. Ouais. Voilà, c'est ça. Il dit que le temps et l'espace sont liés entre eux et peuvent changer. C'est un couple. Et lui et ses équations, en fait, prédisent un univers dynamique, vous voyez. C'est un univers qui doit être soit en expansion, soit en contraction. Rien n'est immuable, le temps peut se contracter, l'espace peut se dilater, tout bouge. Tout bouge en fonction de la vitesse de l'observateur et du champ de gravité où il se trouve. Ouais. Ouais. Einstein lui-même, d'ailleurs, a eu du mal à admettre d'autres conséquences de sa théorie, puisqu'il a beaucoup de mal à admettre que l'espace était en expansion lui-même. Tout à fait. Au début, il cherchait à fabriquer avec ses équations des modèles d'univers statiques, en fait. Il a ajouté allait contre les gens qui ont trouvé des modèles d'univers dynamiques comme l'abbé Georges Lemaître, par exemple, ou Alexander Friedman. Au début, ils étaient contre, et ces pauvres gens qui admiraient beaucoup Einstein, vous voyez, et qui se servaient de sa théorie pour construire des modèles d'univers dynamiques, justement, étaient vraiment très tristes de n'avoir pas l'approbation d'Einstein. Mais Einstein a reconnu ses erreurs quand même après 1929, donc la découverte de l'expansion de l'univers par Hubble, que toutes les galaxies s'éloignent systématiquement de la Voie lactée. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la lumière est décalée vers le rouge. C'est ça, donc ça prouve que les galaxies s'éloignent. Systématiquement. Parce que si les mouvements sont aléatoires, en moyenne, la moitié des galaxies doit s'approcher, l'autre moitié doit s'éloigner. Donc il y aura la lumière sera autant décalée vers le bleu que vers le rouge. Mais on voit, pour les galaxies lointaines, que des décalements vers le rouge. Donc, ce qui prouve que l'univers est en expansion, et ce qui montre aussi l'importance des croyances, même pour les chercheurs, pour la science, puisqu'Einstein a intégré une constante dans sa théorie, a rajouté une constante pour faire en sorte que l'univers ne bouge pas. C'est et ça. Ce qu'il a dit après avoir été sa plus grande erreur de sa vie. Vous avez bien lu l'histoire des sciences. Oui, donc, oui, tout à fait. Et vous voyez, le scientifique, on pense qu'il vit dans justement un vide dénué de tout préjugé, mais en fait, c'est pas vrai. Un scientifique est une personne humaine qui s'insère dans une société et une culture, et donc, inévitablement, il y a toujours les croyances de cette société et de culture qui
qui l'influence et colore sa vision du monde. C'est pourquoi, vous voyez justement, Bohr s'est échappé de cette vision purement occidentale et aller dans l'Orient, puiser donc les pensées bouddhistes, taoïstes, etc. Niels Bohr disait qu'il fallait s'inspirer de ces pensées-là, justement. Oui. Il y a une autre, là on voit l'importance de ces croyances, c'est justement peut-être une des raisons qui fait que les Occidentaux et les Grecs, malgré leur savoir mathématique avancé, n'ont jamais inventé le zéro. C'est ça. La peur du vide. Oui, c'est ça. Chez l'occidental, avec la pensée du néant, comme tout à fait. Il n'y a pas de possibilité de penser le vide, Oui. contrairement à l'Orient. Là encore, il y a des ressemblances assez étonnantes entre ce que dit la pensée orientale et la physique moderne. L'hindouisme, vous le relayez aussi, parle d'un vide plein de potentialités. Tout à fait. Qui correspond finalement à ce vide plein d'énergie du début de l'univers. Tout à fait. Le taoïsme, l'hindouisme, tout ça parle de la potentialité du vide. Donc, le vide n'est pas néant, mais rempli d'énergie. Donc dans le scénario actuel du Big Bang, cette énergie va se transformer en lumière et matière, comme nous l'avons raconté tout à l'heure. Alors voilà pour les constats un petit peu de ce qu'on peut dire de ces points de convergence, ces résonances entre bouddhisme, taoïsme et physique moderne. Vous parlez aussi de choses en extrapolant, en allant plus loin dans vos convictions, dans ce qu'est finalement le sens ou la direction de l'univers. Pour vous, il y aurait une logique dans la complexification de l'univers. On parle de l'hélium, on va vers des molécules plus complexes et on va vers la vie et vers la conscience. L'univers serait destiné à produire de la conscience. Finalement, on peut évoquer cette théorie. Oui, alors moi je pense que nous sommes ici pour donner du sens à l'univers, pour le comprendre d'abord et donner du sens à l'univers. Alors donc, je rejette l'hypothèse du hasard, parce que vous savez, pour reprendre le titre d'un fameux ouvrage de Jacques Monod, prix Nobel de biologie français d'ailleurs, qui est dans les années 70, qui conclut finalement sur une note très très désespérante. L'homme a émergé par hasard, donc tout est hasard, dans un univers qui lui est complètement indifférent. C'est ce que pensent beaucoup de gens par ailleurs. C'est vrai que c'est très répandu comme façon de voir les choses. Oui, c'est ça. Donc nous n'avons aucun rôle à jouer dans cet univers. Tout est hasard. Nous sommes apparus ici par hasard. Et donc, l'univers se soucie comme d'une guigne de notre présence ici. Donc, moi, je trouve cette vue très, très désespérante, en fait. Et donc, je rejette l'hypothèse du hasard. Mais je le dis tout de suite, la science ne peut pas distinguer entre le hasard et la nécessité. On peut pas... Il n'y a pas de réponse scientifique à cette question. Pas de réponse scientifique pour démontrer. Parce que si vous êtes un adepte du hasard, vous pensez que tout est hasard, que vous êtes ici par hasard, que rien n'a de sens, vous pouvez invoquer ce qu'on appelle l'hypothèse des multivers. Donc, une infinité d'univers parallèles au nôtre, vous voyez. Et ces univers parallèles auront toutes sortes de combinaisons de constantes physiques et de conditions initiales. En fait, il faut que je vous explique que alors, pour comprendre cette théorie, il faut revenir d'abord sur ces fameuses constantes. D'abord, ces lois dont vous parlez, il y a 4 forces fondamentales dans l'univers. Et beaucoup de constantes qui vont avec, comme ce que vous évoquiez aussi, c'est-à-dire la force de gravité, la constante de gravité, la constante de Planck qui détermine la taille des atomes, la constante de gravité qui détermine l'intensité et la force gravitationnelle, la charge électrique qui détermine l'intensité et la force électrique, enfin, la masse et particules élémentaires, tout ça. Il y a environ une quinzaine de nombres qui déterminent toutes les propriétés de l'univers et de la Terre et de le fait que nous mesurons seulement 2 mètres, nous ne dépassons pas 2 mètres, vient de ces constantes, vous voyez. Et ce qui est assez fou, c'est d'abord que ces constantes sont par définition constantes, mais comme les lois de la physique aussi qui sont constantes, ce qui est une chance pour permettre la stabilité dans l'univers. Non, elles sont vraiment constantes. Leur valeur ne varie pas en fonction du temps et de l'espace. Et ce qu'ont découvert des chercheurs, c'est que si on faisait varier un tout petit peu certaines de ces constantes, il n'y aurait absolument pas de chance d'émergence de la vie, en fait. C'est ça, parce que les étoiles ne se forment pas. La clé, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Donc, c'est en fait, sans les étoiles, nous ne serons pas ici. Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Anthropique, pas EN, parce que ça, c'est la deuxième loi de thermodynamique qui mesure le désordre. Mais AN, A-N-T-H-R-O, comme dans anthropologie, anthropos, par exemple. Donc, c'est l'homme, on parle de l'homme. Alors bon,
Donc le principe anthropique dit que si on variait un tant soit peu ces constantes physiques ou les conditions initiales, vous voyez la quantité de matière noire originale, le taux d'expansion original de l'univers, les étoiles ne se forment pas. Et sans étoiles, il n'y aura pas d'éléments lourds. Et sans éléments lourds, la vie ne pourra pas exister et il n'y aura pas de conscience. Vous voyez, pour fabriquer les molécules d'ADN, il faut des éléments chimiques complexes et puis les centaines de milliards de neurones qui sont entre nos deux oreilles aussi, il faut des éléments complexes. Alors, ce qui est troublant, donc l'hydrogène et l'hélium, c'est pas suffisant pour ça. Oui. Et un changement vraiment infinitésimal de ces constantes suffit à vraiment... suffit à basculer le dessin de l'univers. C'est infinitésimal, ça veut dire que... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous changez un tant soit peu la densité de matière initiale de l'univers de l'ordre de 10 puissance moins 43, c'est-à-dire vous changez la décimale à la 43e décimale après 0, les étoiles se forment. La gravité est trop faible, les étoiles ne s'effondrent pas sous leur poids gravitationnel. Et donc, il n'y aura pas cette montée de température, donc pas d'éléments lourds. Oui, c'est hallucinant, c'est un niveau de précision incroyable. Oui. Ce qui amène justement à cette... Alors, la science ne donne pas de réponse aux questions de métaphysique, mais elle apporte des éléments de réflexion, puisque cette précision infinie de ces constantes pousse à donc ces deux théories que vous mentionnez. Soit c'est que ces constantes sont réglées précisément pour permettre l'émergence de la vie, soit ça veut dire que finalement il y a une infinité de réglages de constantes dans une infinité de mondes. Il n'y a pas de réglage, c'est pas hasard. Donc c'est comme vous avez des billets de loterie, c'est par hasard que vous achetez le billet qui est la combinaison gagnante. Vous voyez. Mais il n'y a rien qui règle ça. Donc en gros, il y a un gagnant à la loterie parce qu'il y a beaucoup de joueurs. De la même façon, il y a beaucoup d'univers existants parallèles. Et nous sommes dans le multivers. Et nous sommes dans l'univers parmi une infinité qui a permis la vie. Donc pas de règlement, réglage, rien du tout. Mais moi, je suis justement, étant un observateur de l'univers, vous voyez, je trouve l'hypothèse du multivers un peu gratuite parce que pour l'instant, il n'y a aucun moyen de détecter des univers parallèles. Parce que déjà, dans notre univers, nous pouvons seulement regarder dans une sphère seulement de 47 milliards d'années-lumière. Alors, vous me demandez pourquoi ce n'est pas 13,8 milliards d'années, mais c'est à cause de l'expansion de l'univers, vous voyez. La plus lointaine galaxie a émis sa lumière il y a 13,8 milliards d'années. Donc, nous la voyons maintenant, mais entre-temps, elle s'est éloignée jusqu'à 47 milliards d'années-lumière. Donc, c'est pourquoi nous voyons dans une sphère horizon. Mais au-delà de ça, on ne peut rien voir. Même s'il existe des galaxies dont la lumière, qui nous envoient la lumière, mais la lumière n'a pas eu le temps de nous arriver. Donc, nous voyons du ciel noir. Donc, nous ne voyons même pas tout notre univers. Ouais. Alors, maintenant, observer d'autres univers parallèles, vous voyez, c'est ça. C'est très compliqué. Et il y a des gens qui disent peut-être qu'il y a des empreintes dans le rayonnement fossile cosmique du début, vous voyez, et qui s'est libéré en l'an 380 000. Vous pourriez trouver des indices de multivers dans moi je dirais il y a toujours d'autres explications que des univers parallèles. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr. Et donc pour l'instant, moi, je rejette. Moi, je suis scientifique, donc je suis toujours ouvert. Si un jour, un de mes collègues me dit j'ai la preuve irréfutable qu'il y a un univers parallèle au nôtre, mais pour l'instant, il n'y a pas cette évidence observationnelle. Et puis, pour moi, vous voyez, il y a d'autres arguments, la beauté, l'harmonie de l'univers, l'unité de l'univers tend vers l'un, toujours quand... Ce qu'on expliquait avec le point de vue de Foucault, avec tout ça, il y a une unité... Oui, unité, mais aussi l'unité dans les lois. Vous voyez, parce que on pensait par exemple que l'espace et le temps étaient différents. Newton pensait, Einstein unifie l'espace et le temps. Maxwell, au 19e siècle... Avant sa venue, on pensait que l'électricité et le magnétisme, c'est des phénomènes complètement différents. Maxwell unifie les deux, c'est ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Et il unifie en plus l'optique, parce que les ondes électromagnétiques voyagent à la vitesse de la lumière. Les ondes électromagnétiques sont des ondes lumineuses, en fait. Donc plus le temps passe, plus tout finit par s'unir. Voilà. Donc il y
il y a des lois physiques, donc il y a une unité, vous voyez, l'harmonie et la beauté. Et la beauté, c'est un argument plus émotionnel, disons. Mais moi, je suis toujours ébloui par la splendeur de l'univers. Donc, il faut d'ailleurs mentionner, moi, je voulais faire ce dictionnaire illustré amoureux, justement pour montrer cette beauté de l'univers, cette harmonie de l'univers. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez dit que c'était réédité. Ce n'est pas tout à fait une réédition, parce que la première version était seulement de l'écrit, en fait. Il n'y avait aucune lumière. Et moi, je me disais, vraiment, c'est dommage. L'univers est tellement beau, c'est visuel, etc. Et il faut vraiment faire un beau livre, vous voyez, montrer toutes les splendeurs de l'univers, dont seulement, malheureusement, les astronomes ont accès. Vous voyez, avec notre œil nu, on peut voir seulement 3000 étoiles à partir d'un observatoire. Mais à Paris, on voit une dizaine, ou 2 ou 3, vous voyez, on voit même plus. Le ciel, on est déconnecté du ciel, en fait. Mais donc, aller à un observatoire, vous pouvez voir un firmament étoilé, rempli d'étoiles, 3000 étoiles, mais c'est l'univers vraiment très proche. Et donc, pour les télescopes, c'est seulement avec les télescopes qu'on peut voir plus loin, et seuls les astronomes ont accès à ces... Heureusement, maintenant, avec l'Internet, avec le site de la NASA, de Hubble, etc., en fait, toute cette splendeur est transmise presque directement et on peut même participer aujourd'hui avec des comme Galaxy Zoo, on peut participer à la cartographie des galaxies. Les dernières missions, vous voyez, comme New Horizons qui est parti voir Pluton, photographier Pluton, et juste récemment, le Nouvel An d'ailleurs, un objet de ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, ce sont ce qu'on appelle des planétésimales, des unités de planètes qui forment les étoiles. Donc tout ça, ça a été transmis sur l'Internet au Nouvel An, au moment même où les premières images revenaient sur Terre. Il faut quand même 5 heures pour que la lumière parvienne de la ceinture de Kuiper jusqu'aux Terre. Donc, vous voyez, moi, je voulais justement mettre l'accent sur la beauté, la splendeur de l'univers. Et c'est pourquoi cette dictionnaire amour illustré, qui est vraiment différent de la version texte que j'ai fait il y a 10 ans. De très belles photos prises par Hubble ou d'autres satellites qui montrent les galaxies, les nébuleuses, les gaz. Tout à fait. Donc, pour revenir à mon point, quand il y a cette unité, cette beauté, cette harmonie, pour moi, c'est difficile de penser que tout est hasard, que rien n'a de sens, qu'on n'a aucun rôle à jouer. Moi, je pense que ça, c'est une vue très désespérante de l'univers et du destin de l'homme. Nous ne sommes rien du tout. Tout est hasard. Et donc... pour moi, je pense que nous avons justement un rôle à jouer. Vous voyez, moi, je pense au contraire que la cosmologie moderne a réenchanté le monde. C'est-à-dire, nous sommes des poussières d'étoiles, donc il y a d'abord cette connexion cosmique. Moi, je ressens très, très fortement cette connexion cosmique. Quand je vais au télescope, vous voyez, ça me fait toujours frémir quand je vois l'image d'une galaxie se profiler sur mon écran de télévision. Et je sais que la lumière qui me parvient maintenant est partie il y a des milliards d'années, avant même que les atomes de mon corps soient faits à l'intérieur d'une étoile. Donc c'est vraiment une connexion cosmique incroyable. La beauté comme argument scientifique, ça peut paraître étonnant, mais il faut savoir que c'est une tradition finalement très, très étayée, parce qu'on parle souvent de la beauté des théories. Et les scientifiques cherchent toujours, et c'est un argument récurrent et souvent définitif, plus une théorie est simple, plus elle peut expliquer de façon élégante une réalité physique, plus elle est admise par les scientifiques. On parle du rasoir d'Occam qui veut qu'on élime au maximum les équations. Plus c'est simple, plus c'est crédible. Et finalement, c'est devenu une référence en sciences. Oui, tout à fait. Les histoires de symétrie, la théorie de la symétrie, et puis, bien sûr, la relativité générale se base sur vraiment des concepts très simples. Donc, la constance de la vitesse de la lumière, c'est la relativité restreinte. Et puis, l'équivalence de ce qu'on appelle la masse gravitationnelle, la masse d'inertie. Le principe d'équivalence d'Einstein. Ce sont des idées très simples, et pourtant, ça semble décrire l'univers de façon extraordinaire. Une façon simple d'illustrer cette idée, c'est l'organisation du système solaire, comme le pensaient Ptolémée et les Grecs anciens. Faire de la Terre le centre du système solaire, ça implique, pour conserver cette théorie, de toujours complexifier les modèles. C'est assez marrant de voir les modèles où, pour expliquer le mouvement des planètes, du coup, on fait des mouvements extrêmement complexes. Et finalement, quand Copernic vient expliquer que le Soleil est au centre,
Ça simplifie énormément bien sûr. les mouvements des astres. Et donc la simplicité est un argument pour montrer pour dire que c'est le chemin à la vérité. La science semble, l'histoire de la science semble nous dire ça. Vous voyez qu'on se trompe de chemin si à chaque nouveau phénomène, à chaque nouvelle observation, on doit complexifier la théorie, comme ajouter ce que Ptolémée, vous parlez des épicycles, c'est-à-dire, vous voyez, la planète ne tourne pas autour de la Terre elle-même, mais elle tourne sur un cercle dont le centre lui-même décrit un cercle autour de la Terre, donc on peut ajouter des dizaines. Et Ptolémée a fini par ajouter 26 épicycles, des choses comme ça, pour expliquer... Pour sauver sa théorie. Pour sauver sa théorie. Et donc, l'expérience a toujours montré qu'on se trompe de chemin. La nature est très simple, est très belle, très esthétique. Les lois physiques sont très belles. Et donc, il faut justement donc privilégier la simplicité et donc la beauté des théories. Oui. La beauté, l'unicité, l'organisation comme argument de la nécessité plutôt que du hasard. Donc, dans votre esprit, nous sommes là pour le principe anthropique. Certains parlent de principe anthropique participatoire, c'est-à-dire que le fait que nous puissions observer l'univers est un argument supplémentaire pour parler de nécessité de présence humaine. Parce qu'elle réduit les zones de probabilité, vous voyez, à des particules, etc. Donc, il faut un observateur. Et ça, c'est même pas mon argument, c'est l'argument d'un physicien américain qui s'appelle John Wheeler. Donc, l'observateur est indispensable à l'univers. Voilà, à l'univers. Voilà, c'est étonnant comme vision. Et pour moi, je pense que nous lui donnons du sens, donc nous avons une grande responsabilité. Cet argument, bien sûr, il ne faut pas penser seulement que nous sommes les seuls à donner un sens. E.T. fera l'affaire aussi. Donc je pense toujours que le principe anthropique est peut-être mal nommé, vous voyez, parce que ce n'est pas seulement l'homme. C'est que l'univers possède un observateur conscient qui comprend l'univers. Donc si un jour nous découvrons E.T. aussi pourra faire l'affaire aussi pour donner un sens à l'univers. Mais ce n'est pas un principe anthropique, finalement, c'est un principe de conscience. Principe de conscience, exactement. Donc, il vaut mieux l'appeler comme ça. Ouais. Alors, ça suscite forcément quelques contre-arguments. Vous parliez tout à l'heure de principe anthropique en opposition au principe d'entropie de la thermodynamique. Oui, c'est ça. Et je me demandais du coup, est-ce que ce principe donc anthropique ou de conscience, il n'est pas contredit par ce principe d'entropie qui participe au fait que l'univers va toujours vers plus d'entropie et que finalement, on l'expliquait avec Jean-Philippe Puzan aussi, c'est qu'on va vers un univers mort, de plus en plus froid, de plus en plus dilaté. C'est de plus en plus désordre, La conscience serait éphémère dans l'histoire de l'univers finalement. Il y aurait un moment où la vie serait vouée à s'éteindre parce que l'univers va se refroidir. C'est vrai. C'est-à-dire à très très long terme, je ne sais pas quel sera le futur de la conscience et de la vie. Vous voyez, parce que dans 10 puissance 15, c'est-à-dire année, vous voyez, toutes les étoiles vont épuiser leur carburant nucléaire et s'éteindre, donc la nuit deviendra noire et glaciale en fait. Et je parle peut-être... c'est vrai qu'au très long terme... À très long terme, on ne sait pas trop... La présence de la vie, la conscience, peut-être la conscience. Vous voyez, il y a des gens comme Freeman Dyson qui est très prospectiviste, qui pense que la conscience peut être sur aussi, des nuées de poussière ou des choses comme ça. Il n'y aura pas besoin d'êtres humains, de corps humains, etc. Vous voyez. Et donc, peut-être qu'elle pourra survivre à très très long terme dans un univers qui est presque des nuées d'énergie et de température. Bon, on ne sera plus là pour le voir de toute façon. Non, c'est des millions. Non, ce sera très 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 long terme. Pour l'instant, justement, comme vous le dites, c'est vraiment l'urgence, c'est de sauver notre planète. Moi, je ne souscris pas du tout à la thèse qu'il faut aller sur Mars comme Elon Musk, etc. Bon, je pense que c'est... c'est pas par hasard que nous sommes ici, la troisième planète, à partir du Soleil. C'est la meilleure planète habitable. Aller sur Mars, c'est pas très plaisant. Vous voyez, il n'y a pas de végétation, pas d'eau courante maintenant. Si vous allez au dehors, il y a 96% du CO2, donc il faut constamment recréer votre atmosphère, des scaphandres spatiaux. Tout ça, c'est pas très... Donc, il faut vraiment sauver notre vie. Ça c'est le message, je pense qu'à court terme, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est ce que l'univers nous dit.
c'est que nous portons cette responsabilité de donner un sens à l'univers parce qu'on n'a pas découvert E.T. Et donc, il faut sauver notre planète. Et nous sommes le fruit de 13,8 milliards d'histoires. Il ne faudrait pas tout gâcher tout à fait, en sacrifiant la quelques planète. Centaines d'années. Ça, oui, c'est ce que vous appelez aussi en conclusion finalement, cette idée de réenchanter le monde par la science qui est très belle et en complémentarité donc avec la spiritualité, parce que les deux visions se complètent et sont tout à fait. dans des champs d'investigation différents. Tout à fait. Mais la science peut réenchanter le monde. Finalement, vous dites, vous avez eu la chance de voir dans des télescopes des choses incroyables. S'il n'y avait pas de pollution lumineuse, on pourrait aussi voir le ciel. Bien sûr, les découvertes de la science ont réenchanté le monde profondément. Moi, j'aurais reconnecté, on a redécouvert l'ancienne alliance de l'homme avec le cosmos. Ouais. Il y a cette notion de science pour enchanter l'extérieur et de spiritualité pour se transformer intérieurement. Il y a cette complémentarité-là aussi, finalement. Tout à fait. Bon, on reste sur cette conclusion, du coup, de conscience de l'univers et de protection de la Terre, une belle complémentarité. J'imagine. Merci à vous, en tout cas, Antoine, pour cette belle exploration de l'univers et de la spiritualité. Merci à vous, merci à tous qui nous écoutez. Merci à Roman qui m'a aidé à préparer cette émission et qui est à la technique. Vous pouvez comme d'habitude retrouver cette émission et toutes les autres sur les différentes plateformes de podcast, iTunes, Ocha, YouTube et autres. On se retrouve nous le mois prochain pour une nouvelle émission qui explore l'univers. À très bientôt.